Allô mes amis, j'ai menti sur la dernière vidéo en ayant dit que cette vidéo était la dernière. Mais elle n'est pas. Elle est la troisième, il y a une quatrième vidéo à regarder aussi. Mais en ayant menti un peu, j'espère que c'est une joie pour vous de découvrir qu'il y a encore plus à connaître et à comprendre dans ce domaine des apologistes et du gnosticisme et le néoplatonisme. Alors, ça va élargir votre pensée et votre base de compréhension. Je sais que ça vous apporte beaucoup de joie. OK, maintenant, on va faire deux choses ici. On va commencer avec un petit discours sur le discours aux gentils de Clément que vous avez lu. Et ensuite, on va passer sur une discussion des apologistes et plutôt, on va parler de Justin Martyr et un peu d'Origène. Et dans cette liste, on devrait ajouter Clément, que nous avons déjà discuté dans la dernière vidéo. Alors, commençons avec le discours aux gentils de Clément. Il faut comprendre que c'est un changement d'approche avec Clément entre le premier livre et le deuxième. On trouve chez Clément une méthodologie apologétique. Il commence en livre 1 en démontrant la gloire du Verbe, que Jésus est le Verbe éternel et sa miséricorde pour l'humanité. En ayant construit ce contexte chrétien pour le discours, il continue dans le deuxième livre en démontrant les incohérences des idées païennes. Et en fait, ces incohérences ont été déjà partie du discours des intellectuels romains et grecs. Alors, partie de l'apologétique de Clément, c'est de se placer sur le côté de ces intellectuels. Et de cette perspective, il fait valoir la réponse chrétienne. Alors que les intellectuels entendent Clément comme une voix chrétienne qui leur présente des idées qu'ils ont déjà, mais d'une perspective chrétienne. Et de cette façon, il fait son apologétique vers les intellectuels, les philosophes et ceux qui sont peut-être plus d'un intellect plus raffiné que ceux qui croient encore aux mythes païens. Alors, maintenant, on va continuer avec un petit survol des apologistes. Les premiers philosophes théologiens chrétiens étaient les apologistes. Principalement, ils étaient basés en Alexandrie, qui était la deuxième ville de l'Empire après Rome. Une grande ville portuaire et un carrefour de la vie intellectuelle où l'étude de la philosophie, de l'histoire et de la littérature avait prospéré. C'était l'emplacement d'une célèbre bibliothèque et d'un centre de production de manuscrits où de nombreux exemplaires de livres bibliques et autres ont été réalisés en Alexandrie. Il y avait une importante population juive dans la ville. C'est là que la Septante a été traduite. Et c'était le centre reconnu du judaïsme hellénistique. Alexandrie est devenue le foyer d'une institution de scribes chrétiens appelée le scriptorium, consacré à la transmission textuelle des érudits comme Philon, ainsi que les épîtres de Paul et d'autres écrits chrétiens primitifs qui remontent au IIe siècle à Alexandrie. Le scriptorium devait avoir des liens avec la didascalion. La didascalion était une école d'instruction catéchétique dont les racines remontent
peut-être même à Apollon au 1er siècle. Le didascalion était l'endroit où les nombreux convertis étaient instruits dans la foi pour les conduire au baptême. Mais elle s'est rapidement transformée en une école à part entière pour répondre aux besoins d'une Église en pleine croissance dans une communauté cosmopolite éduquée. Le but de l'école était d'instruire les érudits sur les doctrines et les usages de l'Église et de préparer les croyants à rencontrer les arguments des philosophes et pour la formation des enseignants. Ils ont développé une pédagogie qui intègre une réflexion exigeante sur la pensée intellectuelle à côté de l'évangélisation. On peut penser que l'école s'est limitée aux sujets théologiques et à la philosophie chrétienne, mais finalement les sciences, les mathématiques, la littérature grecque et romaine, la logique et les arts y étaient également enseignés là. L'idée, c'était de créer un intellect chrétien qui pouvait aborder toute dimension de la culture à l'époque. Après toute la série des sciences profanes, c'était plus focalisé sur la philosophie morale et religieuse, et enfin sur la théologie chrétienne, comme la reine de toute pensée. Cette méthode d'enseignement encyclopédique était une tradition alexandrine, car elle s'appliquait aussi dans les écoles païennes et juives d'Alexandrie. Maintenant, je veux aborder un des premiers apologistes, Justin Martyr, qui est né en l'année 100 et il est mort en 165. Alors, sa vie touche au 2e siècle et touche une église croissante à cette époque. Parmi les apologistes, celui que nous connaissons le mieux est Justin Martyr, dont les œuvres survivantes, le dialogue avec Trypho et 2 apologétiques sont plus étendues que celles de tout autre écrivain chrétien avant Irénée. Né au début du 2e siècle à Samarie, de parents gentils, Justin, par son propre compte dans le dialogue, a trouvé le christianisme quand, après avoir été déçu avec les différentes traditions philosophiques grecques, il cherchait une autre source de vérité. Et il l'a trouvée dans les prophètes hébreux, dont la capacité à prédire les événements à l'avance a convaincu Justin qu'ils avaient accès à une vérité vers laquelle la philosophie grecque se dirigeait imparfaitement. Il a embrassé le christianisme dans l'année 130. Plus tard, il a enseigné à Éphèse où il a engagé et écrit un dialogue avec Trypho, un juif, vers l'année 130. Finalement, il a ouvert une école chrétienne à Rome et il a prospéré pendant la période 143 à 165. Justin a été martyrisé entre 163 et 167, traditionnellement sous le préfet Rusticus, d'où son nom Justin Martyr. Sa doctrine du logos spermatikos, le mot semencier, lui a permis d'affirmer que Dieu avait préparé le chemin pour la révélation finale dans le Christ, à travers des indices de sa vérité dans la philosophie classique. Contrairement aux autres apologistes, Justin se concentre principalement sur la nature et la signification du Christ. Le Christ était le logos qui a inspiré les philosophes grecs et il est présent chez tous les hommes comme le logos spermatikos, c'est-à-dire d'une façon séminale, il est dans tous les hommes.
À travers lui, le meilleur des philosophes a pu saisir certaines vérités chrétiennes. Par exemple, la création, peut-être un peu le goût de la Trinité, le jugement final. Ceux qui vivaient selon le Logos, avant même le Christ, étaient déjà des chrétiens pour Justin. Dans les théophanies de l'Ancien Testament, c'est le Logos qui a été révélé, parce que le Dieu transcendant ne pouvait pas ainsi parler aux hommes. Comme Philon avant lui, Justin cherchait à montrer que Platon lui-même, le philosophe qu'il considérait comme le plus proche du christianisme, utilisait en fait la Bible, en y puisant ses enseignements sur la responsabilité morale et sur la création. Il prétend même que la référence de Platon à l'âme du monde, comme placée comme un X, est tirée du compte-rendu de Moïse sur le serpent en forme de croix en bronze dans Nombre 21. Alors, il cherchait des liens entre les écrits de Platon et la Bible. Dans ce cas, Platon a lu le passage sans le comprendre correctement. L'implication est que la Bible n'invalide pas la philosophie grecque, mais la complète et la corrige. Alors, ici, on a la conception de Justin Martyr. On aurait peut-être parlé ici de Clément, qu'on a déjà enseigné dans une autre vidéo. Maintenant, je veux peut-être aborder pour quelques secondes Origène. Origène, il est vraiment un intellect très intéressant et parfois fâchant. Parfois, il est trop gnostique et dans d'autres moments, il a des idées très, très fortes pour nous aider à comprendre, disons, comme la Trinité. Origène était un écrivain chrétien d'Alexandrie, en Égypte, du début du 2e siècle. Il a étudié 11 ans avec le néoplatonicien Ammonius Saccas, où il était peut-être même, c'est possible qu'il était camarade de classe de Plotin. Peut-être pas, parce que enfin, Origène a 20 ans de plus de Plotin. Il a été fortement influencé par la pensée platonicienne et gnostique. En conséquence, sa défense de la foi a eu tendance à sacrifier des enseignements importants. Il nie l'historicité de certaines sections cruciales de l'Écriture. Il enseigna la préexistence de l'âme et l'universalisme, et il niait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts dans un corps physique. Ces positions, alors, ont été condamnées comme hérétiques par les conseils d'Église ultérieurs. Mais de l'autre côté, il faut dire que nos conceptions de la Trinité sont enracinées dans les idées d'Origène aussi. Alors, Origène touche un peu sur les deux côtés. Il a dirigé une école catéchétique à Alexandrie entre 211 et 232, et il a fondé plus tard une importante école à Césarée. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces penseurs comme Justin Martyr, Origène et Clément cherchent beaucoup à inclure et à aborder la pensée philosophique et à démontrer que l'Évangile, la révélation de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ne sont pas nécessairement contre les fondements de la philosophie. C'était une bonne idée, une bonne stratégie apologétique à l'époque. Mais il faut dire aussi que ça a placé l'Église peut-être un peu trop dans le champ philosophique païen.
Et beaucoup de l'histoire que nous allons continuer à étudier, c'est comment s'échapper de cet emprisonnement dans la pensée païenne. Alors, les apologistes nous aident beaucoup, mais ils causent aussi des problèmes. OK, assez maintenant. On va continuer au quatrième vidéo qui nous parle, à la quatrième vidéo qui nous parle de Plotin et le néoplatonisme.